Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Les 2 dernières années, ça a été des années records en création de structures, en création d'entreprises. Vous êtes nombreux à vous poser la question, comment on fait pour créer une marque? Et vous êtes aussi nombreux à vouloir tester votre marché et peut-être avoir le réflexe de la campagne de crowdfunding, cette fameuse campagne qui vise tout simplement à aller récolter de l'argent via ses pairs, sa famille, ses amis, ses cercles 1, 2, 3, en fait, récolter de l'argent via les gens au lieu de lever les fonds via les investisseurs ou de se mettre à risque avec son propre argent en mettant tapis sur la table. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, Antoine Beignet, qui est un peu le spécialiste chez KissKissBankBank de comment accompagner au mieux les jeunes entrepreneurs dans leur campagne de crowdfunding. Antoine, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Comment ça va? Moi aussi, merci beaucoup Caroline. Salut, ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va. Alors, pour rien cacher à nos auditeurs, j'ai une copine, Sarah, qui lançait une campagne de crowdfunding et je lui ai dit, écoute, moi, ma Sarah, c'est pas du tout ma spécialité, les campagnes de crowdfunding. Par contre, j'ai rencontré un mec qui rend ça un peu plus actionnable, un peu plus clair. Je vais te mettre en contact avec lui. Et là, ma Sarah, elle est revenue en me disant, mais merci de m'avoir présenté Antoine. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui m'a donné envie de faire cet épisode aujourd'hui. La campagne de crowdfunding, c'est soit on a les bonnes infos parce qu'on a des potes, soit on n'y comprend rien parce qu'on va chercher des infos en ligne. Et là, on entend tout et son contraire. Et aussi, c'est ce qui est arrivé à Sarah. Et ben, parfois, on se fait un peu démarcher par des boîtes qui nous disent, mais je vais t'accompagner dans ta campagne pour 3 000 € par mois. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Donc aujourd'hui, on va casser les mythes autour de la campagne de crowdfunding. Et Antoine, j'ai une première question pour toi, un peu la question que tout le monde se pose. Combien de temps en avance il faut prévoir sa campagne? Alors, c'est très variable, hein, mais déjà, je tiens à dire que ce que tu dis, c'est quand même la meilleure récompense que tu puisses me donner, que Sarah est satisfaite de l'accompagnement de KissKiss et de moi-même. C'est vrai qu'elle était plutôt perdue, mais comme tous les porteurs de projets, parce que c'est un exercice stressant et tout autant excitant. Après, le temps, vraiment, c'est très variable dans le sens où ça dépend de l'objectif que tu demandes. Si tu demandes un objectif très faible, eh ben, il y a très peu de préparation et tu peux te lancer seulement quelques jours après. Alors après, il faut avoir une vraie idée, hein, un projet quand même assez mature et pas l'avoir eu la veille sur le coin de l'oreiller. Et après, si tu demandes une grosse somme, c'est-à-dire quand on commence à être aux alentours de 15-20 000 €, eh ben là, on va commencer à prendre un minimum un bon mois, voire 2, voire 3. Et puis voilà, après, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans sa campagne et quelle est l'ambition de cette campagne surtout. C'est aussi un truc que j'entends souvent. Comment est-ce que tu définis l'ambition de ta campagne? J'explicite un peu. On a tous envie de dire le plus possible, en fait, plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir faire de choses. C'est quoi en général les objectifs de campagne, les petits, les moyens et les gros? Alors nous, la moyenne chez KissKissBankBank, c'est aux alentours de 5-6 000 €. Voilà, alors après, tout univers confondu. Et après, ça dépend selon les thématiques. Par exemple, sur de la food, on va aller un petit peu plus loin, la culture également. Enfin voilà, il y a des tendances là-dessus. Mais généralement, son objectif, on va le déterminer déjà selon son besoin, ce qui est plutôt évident, c'est-à-dire, allez, je prends un pizzaiolo, s'il a un four à financer pour son restaurant, déjà, tu as le prix du four, tu peux essayer de le deviser, etc. Ensuite, on va essayer de cartographier sa communauté. Ça, c'est quand même assez complexe. La cartographie, c'est de se dire, voilà, quelles sont les cartes que j'ai à jouer? Est-ce que j'ai une communauté assez bien garnie? Parce qu'une campagne, il faut un socle pour pouvoir la mener et avoir une présence assez développée sur les médias sociaux pour pouvoir compter sur ce socle. Une des questions qui m'est le plus souvent posée, combien de temps en avance il faut planifier sa campagne? Est-ce que c'est un truc qu'on peut faire du jour au lendemain parce que ça prend 20 minutes de s'inscrire chez KissKiss et finalement tu peux juste faire un test comme ça à la volée? Ou est-ce que au final, si t'as pas 3 semaines où tu as bien défini des premières choses en amont, t'es sûr d'aller droit dans le mur? Ça dépend vraiment, à vrai dire, de l'ambition de ton projet. C'est-à-dire, si tu as un petit objectif, tu vas pouvoir te lancer assez rapidement parce qu'il y a moins de préparation à faire. Et si tu as un gros objectif, là, il va falloir certainement
quelques mois, le temps de préparer tout ça, hein, parce que c'est quand même un gros exercice d'anticipation. Ensuite, l'objectif, tu vas le déterminer selon ton besoin précis. C'est-à-dire, tu es un pizzaiolo, et ben, le prix de ton four, tu le connais, en tout cas si tu as besoin d'un four. Et ensuite, tu vas essayer de cartographier ta communauté, c'est de te dire, est-ce que si le four à pizza, il est de temps, est-ce que ma communauté pourra financer ce projet? Nous, on dit pas qu'il faut avoir 10 000 followers non plus, mais en tout cas, nous, ce qu'on va regarder, c'est le fait que tu aies une communauté engagée, parce que la communauté, c'est le socle et on peut pas se lancer sans communauté. Il faut pas oublier qu'il y a un principe de tout ou rien sur les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire que si tu n'atteins pas ton objectif, promesse est faite de rembourser les contributeurs. Donc, généralement, moi, je vais conseiller à mes porteurs de projets de ne pas être pessimiste, mais aussi de penser à être ambitieux. Si tu veux 50 000, bah, généralement, je vais t'inciter à en demander que 20 000 et d'avoir une mécanique de palier pour te protéger et de dire, voilà, avec 20 000, je fais ça, avec 30 000, je fais ça, avec 40 000, je fais ça. Et ainsi, on va pouvoir gamifier la campagne. Et l'idée, l'essence même du crowdfunding, c'est de redonner du pouvoir sur son argent. Du coup, c'est quoi un petit peu les moyennes, soit par industrie, soit globale, que tu observes sur ces ambitions, ces objectifs de campagne, et peut-être aussi la durée moyenne d'une campagne? La moyenne globale observée, en tout cas chez KissKiss, on est aux alentours de 5 000 à 6 000 euros, toutes thématiques confondues. Et sur la durée, on sera de 35 à 40 jours. Demain, imaginons, Antoine, tu décides de sortir une marque de t-shirt. Comment est-ce que tu procèdes? Combien de temps à l'avance tu t'y prends? Est-ce que tu peux nous faire une simulation de là, ce serait quoi ton plan de com pour ta campagne idéale? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est d'étaler tout son programme. C'est-à-dire, dans ma to-do, je dois avoir la construction de la page à prévoir, la page de financement participatif qui est quand même une vitrine pour le projet. Donc, sur cette page, il va falloir mettre un titre, un slogan, développer son projet, raconter une histoire parce que le storytelling est important et surtout prévoir les contreparties à ajouter parce que les contreparties sont les leviers de contribution. Donc, qui dit il n'y a pas de contrepartie, il dit je vais pas avoir beaucoup de leviers, pas beaucoup de contributions et du coup, on court à l'échec de la campagne. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour ta marque de t-shirt comme type de contribution un peu maligne? L'idée, en fait, c'est quand on lance une marque de t-shirt, généralement, on va plutôt sur une campagne de prévente, mais on peut aussi se diversifier avec des contreparties symboliques. Admettons, je lance une marque de t-shirt, je sais pas, ça peut être seulement pour les femmes, et il faut que les hommes ils voient un intérêt à contribuer. Et l'intérêt, ça peut être d'avoir une contrepartie symbolique qui fait que je peux soutenir le projet. Donc, on va plutôt parler de love money. Et là, on va dire qu'on aura des attentions assez symboliques. Et ensuite, on peut aussi aller vers de la contrepartie expérientielle, c'est-à-dire, je sais pas, aller visiter une usine à Roubaix où justement, on va essayer de remettre en place toute une chaîne pour créer un t-shirt made in France, en tout cas avec une belle promesse. On peut aussi faire des petits partenariats, j'imagine, et essayer de voir si on peut pas aller toucher des nouvelles audiences en faisant des bundles, des offres groupées, soit avec des marques qui sont en campagne au même moment, soit avec des marques qui peut-être ont déjà ont plus ce problème-là, mais qui peuvent apporter un petit complément d'audience. Et de leur côté, c'est un petit geste philanthropique d'aider les petits nouveaux, quoi. Bien sûr, une campagne de crowdfunding, moi je dis souvent que c'est un exercice agile et d'audace. En fait, il faut vraiment oser se créer des opportunités et notamment les opportunités, ça peut être avec des porteurs de projets qui sont en cours de campagne, créer des concours sur Instagram pour profiter de l'audience de l'un et de l'autre. Ça peut être aussi au-delà d'un concours, un live sur un réseau, sur LinkedIn ou je ne sais où. Parce que si je fais un live avec quelqu'un d'autre, je serai notifié. En tout cas, l'audience de l'un et de l'autre seront notifiés. Du coup, on va faire des croisements d'audience qui peuvent vraiment être opportunistes et générer de la contribution derrière. Ok, donc une fois que t'as créé on va dire, c'est combien de temps préparer un peu tous les assets? Il faut faire quoi? Il faut faire un shooting photo pour préparer tous ces visuels. Le site internet KissKiss, on n'a pas besoin d'un technicien, on est d'accord, on peut faire ça tout seul, hein, c'est très très simple. Ouais, exactement. Il y a tout un parcours. Donc, on est guidé tout au long de son parcours. On va ajouter vraiment les éléments principaux, ses contreparties, configurer aussi les politiques de frais de port, etc. Enfin, voilà. Après, de toute manière, la promesse qui est faite chez KissKissBankBank, c'est toujours d'avoir un interlocuteur privilégié qu'on peut solliciter. Donc, si jamais vraiment tu es à la ramasse, tu as la possibilité de solliciter ton coach qui va vraiment t'accompagner et te débloquer. Nous, justement, ce qu'on a horreur, c'est d'avoir quelqu'un qui soit coincé et qui va pas soumettre son projet parce que littéralement, l'idée, c'est de se lancer
à un moment. Donc, oui, il y a les shootings, ce qui permet aussi que les contributeurs se projettent littéralement sur le projet. Hein. Il ne faut pas que ça fasse défaut au projet lui-même. Et au-delà du shooting, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la page, c'est pas grand-chose finalement dans l'exercice. En fait, il faut que cette page soit prête à emporter. La page, une fois qu'on l'a faite, on la met très, très, très vite de côté parce que c'est comme un beau site internet. Tu peux avoir la plus belle des pages, les meilleures fonctionnalités. Si personne ne la voit, ça ne sert à rien. Donc, on va rapidement penser à l'objet d'après, c'est-à-dire mener campagne littéralement. Et c'est là où on va se dire, OK, mon objectif, il est déterminé, ma durée, j'ai cartographié ma communauté, mais vraiment, l'idée, c'est de préparer sa communication. Donc là, on va vraiment éditorialiser la campagne et mettre toutes les cartes sur la table en se disant, OK, pendant ma campagne, voilà, j'ai des opportunités dans la presse, donc je vais les activer à tel moment, j'ai peut-être de l'influence, je vais activer ça à tel moment. Tu parlais des partenariats, un concours, on peut l'activer à tel moment. Voilà, vraiment l'idée, c'est de ne pas avoir le syndrome de la feuille blanche pendant sa campagne et de se dire, voilà, j'ai prévu ça. Alors après, on n'est pas obligé de prévoir ses publications au mot près, parce que c'est quand même un exercice d'instantanéité qu'il ne faut pas gâcher. Tu ne sais jamais quand tu atteindras 20, 50, 100, quand est-ce que tu vas vraiment tout péter. Donc, généralement, tu prévois au minimum les 10 premiers jours de ta campagne, sans oublier la période de teasing en amont pour essayer de stimuler la foule. Et une des bonnes pratiques, du coup, pour faire naître le sentiment d'urgence, c'est souvent de clore sa campagne et un peu comme les rappels pendant les concerts, de revenir en disant surprise, on fait une deuxième campagne, on réouvre des préventes, alors soit sur la même plateforme, soit sur une autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu le recommandes toujours ou est-ce que maintenant c'est devenu tellement un bis repetita que les gens savent et limite ça fait un peu fake? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, faut faire attention parce que ça peut vite créer une incohérence vis-à-vis de la communication que tu as eue. Ça peut créer une frustration aussi chez le contributeur si tu lui as promis l'exclusivité et que finalement ce n'est pas le cas. Après, nous, ce qu'on va avoir le plus tendance à proposer, c'est vraiment une prolongation. Nous, on appelle ça un extra time. C'est-à-dire que ta campagne, elle est réussie, et ben on va marquer réussi et prolongé. Par exemple, je sais pas, si ton site web n'est pas encore prêt, bah, du coup, nous, on est toujours là pour prendre le relais en attendant. Mais au moins, il y a quand même une logique et on peut rattraper les retardataires. Et généralement, on va essayer de jouer avec ça. C'est-à-dire que le porteur de projet, il sait que sa campagne se termine à tel moment et nous, on programme cet extra time pour diverses raisons. Ça peut être une opportunité presse, ça peut être la raison du site web. Mais nous, on est plus sur la prolongation que d'essayer de lancer une seconde campagne. Après, ça dépend du type de produit. Si tu as un magazine, tu as plus de chances de relancer une campagne. Mais en tout cas, il faut essayer de créer un creux entre deux, histoire qu'il n'y ait pas de sursollicitation pour le coup. En termes de gamme de produits, qu'est-ce que tu observes comme bonne moyenne? Est-ce que plus tu mets de produits et de choix sur ta page, par exemple, on voit des pages où en fait tu as une dizaine de packages, mieux c'est en termes de statistiques de retombées, ou est-ce que au contraire c'est bien d'être sur 3 offres maximum comme on recommande souvent en e-commerce? Alors, 3 offres, c'est peut-être un peu faible sur le format financement participatif. Il vaut mieux aller vers 5-6 grand maximum. Mhm. Après, il ne faut pas aller au-delà parce qu'on se retrouve vraiment avec un super marché de contrepartie. Et le risque, c'est vraiment d'avoir un contributeur potentiel indécis sur la page, qui est quand même très dangereux et qui va créer une déperdition. Donc, l'idée, c'est d'avoir une offre lisible. Après, nous, on a une particularité, c'est aussi d'activer des options sur les contreparties, histoire de ne pas créer 10 000 contreparties. Et bah, tu vas pouvoir choisir une option, c'est-à-dire, je sais pas, une option, bah, tu parlais de t-shirt tout à l'heure, ça peut être une taille, une couleur et bien d'autres choses. Au moins, ça permet de limiter le nombre, mais de les optimiser, quoi, avec des menus déroulants. Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus important? Les bons élèves, c'est quoi les cases qu'ils ont cochées et qui sont pas si évidentes que ça pour les autres? Le plus dur, c'est de faire comprendre son projet rapidement, de raconter une belle histoire, mais surtout d'avoir une expérience de lecture sur la page. C'est-à-dire, une expérience de lecture, c'est OK, je commence avec le produit, je raconte mon histoire, je déroule et j'ai quelques éléments de réassurance. Je prends des projets food. Bah, aujourd'hui, un élément de réassurance pour un projet food, c'est typiquement la note sur Yuka. Ça peut être des choses comme ça. Et après, ça peut être des témoignages. Alors attention sur les témoignages parce que bah, il faut aussi essayer de les vérifier. Mais ce qu'il faut éviter, c'est vraiment d'avoir une page trop longue, parce que la page trop longue, bah, c'est du temps de scroll et du coup, bah, là, on crée de la déperdition et vraiment, c'est pas foufou.
Tout ça m'amène un peu à me demander, est-ce que c'est gratuit une campagne de crowdfunding? Alors non, c'est pas gratuit parce que nous déjà, on doit se rémunérer. Une campagne de crowdfunding, en tout cas chez nous, ça coûte 8% de l'intégralité du montant collecté. Après, on ne prélève rien si la campagne échoue. Voilà, c'est un travail d'équipe. Ok, donc on n'a rien à perdre. Il y a quand même des prérequis du genre un shooting photo au propre. Il y a quand même une petite enveloppe à prévoir sur toute la partie market com pour avoir une marque au Ouais. propre avec un petit shooting. Ou toi, tu dis en vrai, je connais des marques qui ont tout cartonné avec les moyens du bord. T'en penses quoi? Il y a beaucoup de manouche prod, comme on dit chez nous, dans le sens où, ok, tu as des trucs très lisses, très lissés, qui sont magnifiques, enfin voilà. Mais après, il y a des campagnes qui ont cartonné avec pas grand-chose et des pages pas forcément très belles. Après, ça reste très subjectif. Mais oui, l'idéal, c'est d'avoir un projet bien mature avec un beau pack shot, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, il faut se mettre à la place du contributeur. Et mieux je me projette, je sais pas, je vends un bureau, l'idée, c'est de le shooter autant dans un grand salon, un petit endroit, peut-être à l'extérieur, en tout cas vraiment qu'on ait toutes les configurations dans la tête et qu'on se dise ok, je me sens touché et si j'achète un bureau, en tout cas moi je dois me dire ok, le bureau il est petit, il est grand, est-ce que je le vois chez moi, enfin vraiment c'est la projection qui compte. Et il faut pas oublier qu'un contributeur, il a toutes les excuses du monde pour pas sortir la carte bleue. Tu vends un t-shirt, si tu n'as pas de guide détail sur la page, c'est problématique parce que tu peux pas l'essayer sur KissKiss. Donc voilà, il faut vraiment anticiper et limiter les excuses du contributeur pour qu'il puisse rapidement cliquer sur le bouton de contribution. Trop cool. Tu recommandes aussi une vidéo? Il y a une grosse différence entre ceux qui ont une vidéo et ceux qui en ont pas? Ouais, la vidéo a fait vraiment la différence parce que c'est un contenu. Alors, il est facultatif, mais honnêtement, on recommande vivement d'en avoir une parce que c'est un contenu vraiment à valeur ajoutée. Tu vas vraiment pouvoir faire passer beaucoup plus de choses dans une vidéo. Et puis même, c'est le contenu du flemmard, je dirais. T'as pas envie de lire la page, tu vas lire la vidéo et en plus, tu vas voir les porteurs de projet bouger. Ça incarne beaucoup plus le projet. Il y a vraiment quelque chose. Après, la vidéo, il faut pas qu'elle dure plus d'une minute 30, 2 minutes, grand maximum. Ensuite, on va la recycler sur les réseaux sociaux pour sa campagne. Ouais, c'est clair. Ça, c'est d'ailleurs une très bonne pratique. Et vous pouvez aussi faire plusieurs petites Ouais. vidéos et n'hésitez pas à aller utiliser la croissance, la force de frappe en organique de médias comme TikTok ou Instagram avec les Reels. Franchement, aujourd'hui, on peut faire de la vidéo sans aucun matériel avec simplement le dernier iPhone qui est votre outil de travail toute l'année. Ouais. Vous prenez ça et vous pouvez vraiment faire des choses canon. Donc, vous mettez pas de barrière sur la vidéo, n'hésitez pas. Et puis, je pense qu'il faut aussi pas hésiter dans une campagne de crowdfunding à montrer un peu sa tête, non? Parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière le crowdfunding, contrairement à d'autres sites, les sites e-commerce. Une campagne de crowdfunding, il y a une partie un peu philanthropique. Donc, c'est important de montrer, j'imagine, les fondateurs, les créateurs. C'est ça, en fait, tu veux voir des têtes en fait quand tu contribues parce que admettons j'ai une campagne de savon, en fait je veux pas forcément acheter que le savon, je veux connaître les valeurs du projet, l'histoire des porteurs de projet et généralement les histoires elles sont géniales. Là je te parle d'un savon parce que je pense à un projet qui s'appelle Ciment et en fait on parle d'une prof d'espagnol qui était en pleine déviation et qui est devenue qui a créé sa savonnerie derrière. Donc il y a un vrai truc à raconter. Et puis même, c'est cool d'avoir des gens qui ont le smile, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont quelque chose à raconter. Donc pour moi, ça change tout. Et c'est marrant, tu parlais de TikTok. Moi, j'incite de plus en plus mes porteurs de projets à foncer dessus. Mais aussi, tout ça pour dire que en fait, ta vidéo, il faut dès le début la penser aussi pour des formats en vertical, pour avoir des déclinaisons, en faire des stories. En plus, maintenant, tous les réseaux font des stories, même LinkedIn. Donc voilà, au moins, tu peux upcycler ce contenu j'ai envie de te dire. Et ensuite, il faut essayer aussi de penser au sous-titrage. C'est extrêmement important pour les différents usages. À contrario, c'est quoi les erreurs à éviter, les trucs que tu vois tout le temps où tu te dis mais pourquoi est-ce que tout le monde tombe dans le même panneau? En fait, souvent, les porteurs de projets ont tendance à négliger l'importance d'avoir un bon objectif. C'est-à-dire, ils vont directement fixer l'objectif qu'ils avaient en tête. Et ça, c'est très dangereux parce que justement, on n'a pas cette mécanique de palier.
Et l'erreur, en fait, c'est que ça va générer au début de la campagne un restaurant vide. Et le restaurant vide, c'est-à-dire que tu vas stagner autour des 10% et ça va pas ramener davantage de gens parce qu'en fait, sur une campagne, on fonctionne en système de cercle. C'est-à-dire le premier cercle, généralement, c'est ta famille, tes amis, les gens proches. Le deuxième cercle, ce sont les amis des amis. Le troisième cercle, c'est vraiment littéralement la foule, donc la communauté de la plateforme. Et ensuite, les opportunités qu'on va se créer via ces actions de communication. Donc, l'erreur, généralement, c'est de se dire, voilà, j'ai fait ma page, elle est toute belle, je me lance et ça va venir tout seul. C'est ça la plus grosse erreur et qui nous fait le plus peur. Et l'erreur anecdotique, c'est les porteurs de projets qui vont aller se marier pendant leur campagne ou partir en vacances. Ça, c'est pas cool du tout. Trop, ok. Et étonnant parce que quand on voit à quel point ça met les nerfs à rude épreuve, une campagne de Ouais. crowdfunding, et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là, à chaque fois il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité et de susceptibilité à ce moment-là parce que on est à fleur de peau entre beaucoup, beaucoup de demandes d'un coup dans un moment où juste avant il y avait rien on bossait un peu en C'est ermite. clair. Tout d'un coup le projet sort au grand jour, tout le monde pose des questions, on est fatigué, on est énervé, les gens comprennent pas la proposition de valeur, donc on se sent blessé. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour gérer au mieux la campagne de crowdfunding? Tu nous dis, il faut pas partir en vacances, mais en même temps, il faut pas se cramer non plus, non? Qu'est-ce que tu proposes pour prendre du recul? Qu'est-ce que tu leur dis à tes entrepreneurs, les paroles magiques? Ce que je leur dis, et c'est la vérité, et mes porteurs de projets pourront en témoigner, c'est déjà, je leur dis de dormir et d'éviter les nuits blanches, ce qu'on a tendance à faire pendant une campagne. Arrêter aussi d'avoir le syndrome de l'actualisation de la page, parce que en fait, les porteurs de projets ils sont tout le temps en train d'actualiser leur page pour voir s'il y a des contributions qui sont arrivées. Après, le meilleur des conseils, c'est de solliciter son coach sur la plateforme parce que, et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est ce qui m'anime le plus, c'est que tu l'as dit, les porteurs de projets sont très différents, ils sont très stressés pendant une campagne et moi, une grosse partie de mon job, c'est littéralement de faire la nounou, de trouver les mots et de ramasser parfois les porteurs de projets à la petite cuillère en étant force de proposition, en donnant des idées et ne serait-ce qu'en les rassurant avec mon expérience et voilà, de tenir la barre en tout cas. C'est trop canon, ça fait plaisir. Bah, ça correspond exactement à ce que Sarah m'avait dit. Et il y a encore une autre petite chose que je voulais te demander. Il y a des moments de creux pendant la campagne. Par exemple, au début, Ouais. ça pète. Même moi, je le sais, hein, parce que ça, à chaque fois, j'ai identifié les patterns sans bosser là-dedans et en y connaissant rien. J'ai vu tout le monde passer un peu par le même état. Donc, il y a le début de la campagne et là, c'est un peu le feu. Là, t'y crois à mort. Donc, t'es hyper content parce qu'en fait, ça pète et t'osais pas y croire et tu dis, putain, je fais quand même pas mal de ventes. Et puis après une semaine, il y a la lassitude et en fait, tu te retrouves à remuer le même panier. Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter les plats? C'est-à-dire qu'il y a le pic de vente et après, Ouais. l'attention retombe. Comment est-ce qu'on peut renouveler ces audiences? Comment est-ce qu'on peut, peut-être que tu vas me dire, mais Caro, on peut faire de l'upsell aux audiences, aux gens qui ont acheté, les pousser à réacheter, les cartes cadeaux. C'est quoi toutes les petites astuces qu'on pourrait donner aujourd'hui? Alors déjà, tu as tout à fait raison, il y a deux temps forts d'une campagne. Le début, parce qu'il y a une certaine émulation, il y a l'excitation du lancement, et il y a la fin, parce que le porteur de projet crée lui-même un sentiment d'urgence. Il faut le faire venir, il ne se crée pas tout seul. Et entre ces deux temps forts, il y a le ventre mou de campagne. C'est là, justement, où je ramasse les porteurs de projet à la petite cuillère. Généralement, en fait, on va dire à un porteur de projet, ne te contente pas des contributions de ton cercle proche. C'est-à-dire que le cercle proche, on doit le réutiliser. On doit aller voir ces gens-là en leur disant, voilà, tu as contribué, c'est super, je te remercie pour ton action, de soutenir mon projet. Mais maintenant, je te mets au défi, si tu veux contribuer une seconde fois, pas de sortir la carte bleue, mais d'aller convaincre 2 ou 3 personnes de ton entourage. En fait, on va utiliser les premiers contributeurs comme étant des ambassadeurs, des prescripteurs. Et comme ça, on va se créer une petite armée de gens engagés. Et généralement, l'idée, c'est vraiment une démarche plus qualifiée que quantitative. C'est-à-dire, moi, si tu me dis, Antoine, je te mets au défi de trouver 3 personnes, tout de suite, j'identifie selon le projet dans ma tête. Et mes amis, je les connais mieux que quiconque. Donc, je vais savoir aussi où les approcher. Ma grand-mère, par exemple, je vais pas aller l'approcher sur WhatsApp, en tout cas la mienne. Voilà. Et à minima, ça va créer de la conversation si ça ne génère pas de contribution, de conversion, en fait. Et ça, c'est hyper important de créer de la conversation en pleine campagne parce que la conversation, elle est aussi utile sur les questions qui vont être posées sur le projet. On va pouvoir en faire quelque chose. En tout cas, c'est de la donnée qui est précieuse et littéralement à utiliser. Ensuite, tu peux essayer de retoucher aussi les gens qui ont visité la page avec des actions de retargeting, c'est-à-dire
installer un petit pixel Facebook, ensuite mettre un petit budget, essayer de les rechoper, de les retoper à un moment de la campagne durant leur temps de réflexion. Les leviers sont nombreux en fait. Là, je te parlais de pixel Facebook, tu peux aller voir une agence de web marketing. Autant que tu peux aller voir aussi un influenceur pour qu'il te fasse un petit truc sur TikTok ou sur Instagram, un concours ou un média. Enfin, ça peut être énormément de choses qui permettent de booster une campagne. Et il y a toujours des bonnes et mauvaises surprises. Ça fait partie de l'exercice. Ouais, effectivement, c'est un bon tip ce que tu donnes. Alors, ils étaient tous très bons, mais j'adore que tu parles d'influence. Si vous allez voir des gros influenceurs, ça va vous coûter un bras. Si Ouais. vous êtes en campagne de crowdfunding, que vous allez voir un influenceur qui a beaucoup d'engagement, mais pas forcément une grosse audience, ou peut-être voir une audience qui est juste le double de la vôtre. Imaginons que vous avez 500 followers, il en a 1000. En fait, ça, c'est des influenceurs qui potentiellement vont être intéressés pour parler de votre marque en échange d'un produit. Alors, c'est Ouais. tout bénef pour vous parce que non seulement vous allez avoir ces retours de bêta-testeurs, de deux, c'est quand même l'occasion pour vous de créer une première distribution. Il faut donner du produit gratuit. Si vous voulez recevoir, il faut commencer par mettre le produit dans les mains du consommateur. Faites pas l'erreur des Français qui tombent dans cet écueil de « Oh là là, je me mets à risque, je veux pas faire du gratuit ». Les Américains, ils l'ont compris. Toutes les marques qui ont eu le plus de croissance, c'est des marques qui ont mis le paquet sur la distribution de base. Antoine, il vous a dit, c'est un investissement, une campagne. Donc, le voyez pas, soyez pas aux pièces, parce que sinon, malheureusement, vous allez faire que des petites actions gratuites. En général, il y a très peu de retombées. Donc, vous allez vous freiner et perdre du temps humain. Votre temps est pas gratuit. Pareil. N'arrivez pas face à une marque en disant voilà, les conditions, c'est ça. Tout le monde déteste ça. Expérimentez le pouvoir de la générosité de dire salut Caroline, est-ce que je peux t'envoyer mon livre? Tu me dis ce que tu en penses et bien sûr, si tu l'as aimé, n'hésite pas à partager. Mais vous n'avez pas idée les gens à quel point ils ont. Si vous commencez par donner, si vous êtes généreux, vous allez avoir vraiment un vrai impact. Les influenceurs qui ont moins de 10 000 followers sur des belles communautés affinitaires à la vôtre, vraiment, allez-y à fond les ballons, créez un lien. Soyez généreux et vous allez voir de belles retombées. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses pour accélérer sa campagne, Antoine, même en mettant de l'argent? Parce qu'encore une fois, soyez pas sur les petites économies, les machins. S'il faut mettre un petit ticket qui vous rapporte 10 ventes derrière, considérez pas le prix, considérez vraiment le retour sur investissement. Mais sur ce que tu disais sur l'investissement, c'est important de rebondir là-dessus. Je pense que c'est une campagne de crowdfunding. Il ne faut pas seulement voir l'aspect financier. En fait, évidemment, c'est ce qui est le plus explicite quand on va sur une plateforme, n'importe laquelle. Tu vois une jauge, un objectif, un pourcentage. Alors, soit l'objectif est déterminé en nombre de préventes, ou soit en montant financier. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça apporte énormément de choses en fait. Ça permet aussi bien de tester un marché, ça permet de gagner en visibilité, faire de l'acquisition d'audience au passage, ça permet de se créer des opportunités. Et moi, mon métier, c'est aussi de raconter plein de belles histoires. Il y a plein de témoignages qui sont géniaux. Ça permet aussi de constituer un apport. Quand je parle de belles histoires, il y a plein de banquiers qui disent non aux porteurs de projet avant qu'ils fassent une campagne. Et après la campagne, il dit oui parce qu'il y a une vraie preuve sociale derrière. Donc, quand tu parles d'investissement, on investit son temps, mais il faut pas hésiter non plus à investir de l'argent parce que derrière, on va pouvoir récupérer, quoi. Après, si on a de l'argent à donner, alors on est accompagné sur les plateformes de crowdfunding, mais l'idéal, c'est vraiment d'aller voir des professionnels pour faire sa vidéo, pour prendre des photos, une agence de web marketing et pourquoi pas d'influence. En tout cas, il faut aller voir des professionnels qui connaissent leur domaine. Alors après, beaucoup de porteurs de projets se débrouillent très bien et nous, on essaie de les orienter. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à investir. Ça, c'est hyper important. Ouais. Si vous êtes en train de vous lancer et que vous êtes un peu près de vos sous, allez plutôt sur des plateformes comme Fiverr, par exemple, Five2R. Allez sur 5euros.com. Alors, ça ne coûte pas vraiment 5 euros, mais en tout cas, sur des plateformes comme ça, en fait, vous faites bosser les freelances à la mission. Et moi, vous savez pourquoi j'aime beaucoup ça? Les choses sont claires, il y a des livrables, on sait où on met son argent, et je vous recommande vraiment ces plateformes-là. Ouais. Si vous êtes indépendant, traitez avec des indépendants. Et quand je parle de professionnels, il ne faut pas oublier que, par exemple, moi qui travaille chez KissKissMoment, j'ai aussi plein d'interlocuteurs à recommander à qui on a l'habitude de travailler et qui ont l'habitude de faire du crowdfunding, autant sur l'influence, autant sur les photos, autant sur la partie graphique de la page. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et puis, moi, ce que j'adore faire aussi, c'est aussi mélanger mes porteurs de projets. C'est-à-dire, rien ne vaut un retour d'expérience.
on parle de Sarah, on parle d'autres porteurs de projets. Moi, quand j'ai un porteur de projet d'une thématique qui ressemble à un autre, je vais lui dire, tiens, je vais te mettre en relation avec, comme ça, cette personne va pouvoir te témoigner son expérience, mais aussi vraiment te faire un retour d'expérience très, très frais avec les bonnes et mauvaises leçons, histoire de vraiment gagner du temps. Donc ça, il faut surtout pas hésiter à solliciter ses interlocuteurs. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des sélections de pages projets pour pouvoir les fouiller, creuser, autant des campagnes réussies, autant des campagnes échouées. Alors, un peu moins de campagnes échouées, parce que le but, c'est vraiment d'injecter une bonne dose d'optimisme. Mais en tout cas, on a vraiment une palette. Moi, je dis souvent que je suis quand même un sacré couteau suisse, parce qu'autant je vais pouvoir consulter, relire un communiqué de presse, autant je vais faire des retours sur une page, et autant je vais mettre en relation, et autant je vais faire des sélections. Enfin, c'est très, très riche comme métier, en tout cas. Il est trop sympa, cet Antoine. Je pense que si demain, je lance ma marque de t-shirt, je vais direct frapper à ta porte. J'espère. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé, et ça donne, ça donne vraiment envie de se lancer, parce que tu parles de couteau suisse, mais je pense que la campagne de crowdfunding, ça va attirer plein de personnes qui sont un peu couteau suisse, qui sont tombées sur des tafs de bureau, qui s'emmerdaient, qui ont envie de développer des nouveaux projets. Ouais. Le crowdfunding, c'est fait pour ça. Vous mettez pas à risque. Regardez, sortez votre petit rêve, votre petite idée. Vous avez vu, ça coûte rien. Ça commence à 0 €. Vous mettez pas à risque. Et puis, au pire, ça fait un bid. Et si ça fait un bid, vous avez une réponse. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire, c'est de rester statique et de pas réaliser ou essayer de réaliser ses rêves. Donc Antoine, où est-ce qu'on peut te tacter pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode, t'envoyer du love, ou bien te poser des questions concrètes sur comment est-ce qu'on peut se lancer sur KissKiss demain, par exemple? Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, évidemment, Antoine Besnier, et on peut me contacter aussi via mon adresse mail, antoine.besnier@kisskissbankbank.com. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre écoute de l'épisode. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de documentation sur le sujet, et je vous dis à très vite à tous dans le podcast. Ciao! Merci, salut! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action, et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.